Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme d'habitude, on va continuer sur TypeScript. Si t'es pas encore abonné, je te suggère de le faire en appuyant sur la petite cloche pour ne louper, bien évidemment, aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière puisque on va vraiment voir concrètement comment convertir du code JavaScript en TypeScript en utilisant des petites fonctions, hein, tout simplement, dans un premier temps. Sur la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut le faire avec du code Vanilla JavaScript côté front. Et bien évidemment, je te suggère de rester jusqu'à la fin. Je te donnerai 2-3 petits tips à la fin qui pourront être intéressants pour ta progression sur TypeScript. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. On passe sur l'écran de pratique. Voilà, donc ici, j'ai préparé quelques petites fonctions et tu peux voir ici que le fichier que j'utilise ici est au format JavaScript. OK. Donc concrètement, on va voir quelques petits cas nominatifs. Donc ici, j'en ai listé 8. Et puis, on va passer en revue ces 8 cas pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer de passer tout ce code en TypeScript. On est parti. Je vais prendre tout le code de ma fonction. Je vais créer un nouveau fichier index.ts et je vais coller le code à l'intérieur. Et la première chose que tu vas t'apercevoir, c'est qu'en convertissant mon code ici, je vais voir du rouge apparaître que je vais pouvoir corriger bien évidemment au fur et à mesure. Alors, ce fichier-là, index.js, bien évidemment, hein, on va tout simplement le supprimer. Ici, moi, je vais le garder pour te montrer un petit tips tout à la fin. Alors, une petite chose que tu peux voir, bien évidemment, dans ton fichier JavaScript, c'est que là, aucune erreur n'est apparente. Hein. Ce qui veut dire que les erreurs de ce code-là, en fait, potentiellement, si jamais j'ai fait une erreur de typo quelque part ou que j'ai fait appel à une mauvaise variable ou finalement que je me suis trompé dans les fonctions de façon générale, j'ai peut-être des erreurs qui vont apparaître lors de l'exécution de ce code-là, mais j'aurais pas la possibilité de pouvoir avoir un meilleur contrôle au moment où je suis en train de coder. Justement, c'est ce que va me changer le TypeScript. Typiquement, là, si je prends le cas, par exemple, de la première fonction, la variable A et la variable B, ici, possèdent implicitement un type any. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je dise concrètement à quoi correspondent ces variables-là. Donc la variable A priori, on est dans une fonction qu'on a bien nommée au préalable, qui s'appelle multiply. Donc là, je vais tout simplement dire que ma variable A sera de type number, bien évidemment, et la variable B de type number. Je peux également typer le retour de la fonction pour indiquer ce que c'est. Par exemple, ici, je pourrais dire que le retour sera de type number. Et on peut voir que là, si je mets type number, je vais avoir une petite erreur. Pourquoi? Parce que ici, si jamais la variable A est supérieure à 10, on retourne une chaîne de caractères. Donc ici, je vais utiliser en fait le type union, qu'on a vu d'ailleurs précédemment dans une précédente vidéo, que je t'invite fortement à aller voir, hein, si jamais tu ne les as pas encore vus. Et ici, je vais rajouter le ou string, voilà, pour corriger ici ce retour-là. Je peux même rajouter, si je veux, éventuellement les parenthèses autour. Ce n'est pas une obligation. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ou alors, je pourrais évidemment, comme là, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, je pourrais laisser comme ça. Et du coup, ici, je vais avoir le principe de l'inférence en TypeScript
qui va être en fait, TypeScript va être capable tout simplement de déterminer lui tout seul que ici je retourne un number, forcément, puisque number fois number, ça fait bien number. Ou alors, ici, alors on peut voir que j'ai la chaîne de caractères dommage. Quand je vois cette chaîne de caractères dommage, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce qui va être retourné, ça va être un type littéral qu'on a également vu dans une précédente vidéo. Du coup, bah, si jamais demain je m'amuse à changer cette chaîne de caractères là, bah, évidemment le type de retour de cette fonction va changer. Si je veux être plus large, je pourrais tout simplement dire que ça retourne un number ou une chaîne de caractères. Et à ce moment-là, voilà, ce sera géré sous cette forme-là. C'est à vous de voir ça en fonction du cas de figure, en fonction de comment vous voulez gérer les choses. Si vous préférez être beaucoup plus large avec un retour de type string, ou plutôt si vous préférez utiliser directement la littérale qui est gérée par le système d'inférence de TypeScript. Voilà pour ce premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ici, ne possède a priori pas d'erreur. J'ai également ici de l'inférence qui est gérée. Néanmoins, si je laisse faire TypeScript, ça veut dire qu'il va tout gérer lui-même. Donc si jamais cette structure-là change, si ma constante change, bah évidemment, le type va changer aussi. Si je veux avoir un meilleur contrôle sur la manière dont je vais faire les choses, je pourrais, alors, premier cas de figure, définir par exemple une interface. Alors, on pourrait dire e-user, i comme interface. Voilà, pour tout simplement indiquer le typage de notre objet. Et on va, pour chacune des clés ici dans mon objet, je vais dire ce que ça doit, de quelle forme elle doit être. Donc ici, un ID de type number, un username de type string, un email de type string, active qui sera de type boolean et logging count qui sera de type number. Voilà, et j'oublie pas les points, virgules un petit peu partout. Et à ce moment-là, je vais dire que ma variable constante user sera de type e-user. Voilà. De cette manière-là, si jamais j'oublie quelque chose ici dans mon objet, eh ben, je vais avoir les erreurs ici qui vont être déclenchées. Donc par exemple, là, il va me dire, attention, logging count ici est absent. Voilà, comment je fais pour le rajouter? Ben, je vais le rajouter ici et j'oublie pas, bien évidemment, de bien lui mettre une valeur cohérente par rapport à ce que j'ai défini dans l'interface. Je pourrais également le définir sous forme de type. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et il y a aussi une troisième forme possible qui est moins lisible, c'est de directement définir à la place ici de mon e-user la structure comme ça. Bon, c'est moins pratique à lire, hein, on va pas se mentir. Donc, on va plutôt privilégier l'approche soit type, soit interface, c'est mieux. Et puis moi, personnellement, pour les objets, je préfère plutôt partir sur l'idée d'une interface parce que c'est ce qui est plus couramment utilisé pour définir tout ce qui est les objets, comme je l'ai rappelé aussi dans la vidéo quand on a parlé des types et des interfaces. Le troisième cas de figure, ici, j'ai un tableau d'objets. Alors, comment est-ce que je définis un tableau d'objets? Soit je repars de mon type interface que j'ai défini au-dessus. Ça, c'est une première solution. On va lui dire, par exemple, ici, voilà, j'ai un user ici 1. Voilà, je vais le définir comme ça. Là, c'est vraiment anecdotique, hein, c'est vraiment pour la vidéo. J'aurais pas forcément 10 000 interfaces e-user dans mon code, bien évidemment. Et alors, j'ai une première possibilité qui est tout simplement de lui dire ici que new user 1 serait par exemple de type e-user 1 avec les crochets pour lui dire que bah, ça va être en fait ici un objet et donc avec les crochets un tableau qui contient des objets. Donc tableau indexé qui contient des objets. Voilà. Et là, dans ces cas-là, on est cohérent. Du coup, si jamais j'ai un objet ici qui est mal défini, bah, automatiquement, ça va apparaître en rouge. Pareil pour ce que je vais avoir dans les valeurs. Voilà. Donc tout va être géré ici grâce à mon interface que j'ai définie au-dessus. C'est l'avantage d'avoir défini ici vraiment un type ou une interface, c'est que derrière,
vous avez un meilleur contrôle sur, sur vos données, en fait, tout simplement. Hein. Toutes les erreurs vont être gérées. Plutôt que si je laisse TypeScript, par exemple, s'occuper tout seul de faire les choses. Là, il râle pas. Par contre, il va définir des types, lui, automatiquement. Ce qui, à mon sens, est pas forcément ultra efficace. Voilà. Il y a aussi une troisième possibilité, hein, plutôt que de faire les choses comme ça. Donc, on a vu celle-ci, avec mes crochets comme ça. On pourrait définir aussi un type. Par exemple, ici, je crée un type, voilà, tab user, par exemple, voilà, qui sera égal à un tableau de user1. Les noms, encore une fois, ici, sont vraiment totalement anecdotiques. Et là, voilà, je pourrais lui dire que ça, c'est un type, c'est de type tab user, donc un tableau d'objet de user. Le cas numéro 4, alors on va voir que c'est quasiment la même chose, à peu de choses près que ici, j'ai, si vous l'avez remarqué, regardez bien, le username ici est défini à cet endroit-là, mais pas au-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour du coup s'adapter à cette situation-là? On va faire tout simplement la même chose que ce qu'on a fait au-dessus. Ça, c'est pour vous montrer un truc qu'on va pouvoir, corriger à ce niveau-là. Il va donc très clairement nous dicter les erreurs. Il va nous dire attention, il y en a un qui n'a pas les propriétés suivantes, hein, c'est tout à fait logique. Donc là, le username, il y a deux possibilités. Soit on lui dit ici, toi tu vas être de type string ou nul ou undefined. Voilà. Alors ce sera peut-être... Est-ce que ça c'est géré comme ça? Alors je revérifie juste, je repasse juste en vitesse. Login count, active, email, ID. Ouais, on est plutôt pas mal. Non, a priori ça marche pas comme ça, donc on pourrait pas passer comme ça. Sinon, il y a une deuxième solution qui consiste à lui mettre ici un petit point d'interrogation. Voilà, à ce niveau-là. Pourquoi il râle? Ah oui, parce que je n'ai pas donné le bon type ici, c'est pour ça. Donc, je reprends. Soit je lui dis que ça peut être nul ou undefined. Ouais, et puis non, a priori, ça marche vraiment pas. Je vais lui mettre point d'interrogation et là, il arrête de râler. Bon. Ouais, pour que ça puisse passer, en fait, il faudrait que je définisse au minimum la clé username et que là, je lui mette effectivement undefined. Et là, ça passerait. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Ici, on veut pouvoir déclarer que cette valeur peut être absente. Donc, optionnel, point d'interrogation. Voilà, tout simplement. C'est bien que j'ai fait des petites erreurs aussi au passage parce que ça vous permettra comme ça d'y voir très clair dans la vidéo. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, des petites coquilles de temps en temps à qui ça n'arrive pas. Hein. Bon, voilà, petite parenthèse à part. On va prendre le quatrième cas de figure, le cinquième cas de figure plutôt, avec ici un petit tableau qui peut posséder différentes formes de data. Alors là, encore une fois, on a deux possibilités. Retenez bien au passage aussi que quand j'essaye de typer au passage mes variables, j'ai plusieurs possibilités que m'offre le TypeScript. Hein. Vous n'avez pas une seule manière de faire les choses, vous en avez plusieurs. Après, c'est à vous d'essayer d'utiliser celles qui vous paraissent les plus cohérentes en fonction de la situation, hein, bien évidemment. Hein. Il n'y a rien de vraiment prédéfini à l'avance. Alors, première solution, je pourrais dire que mon tableau possède en fin de compte soit un objet, soit un boolean, soit un string, soit un number. Ça, c'est une première possibilité. Donc là, je pourrais définir par exemple une interface. Alors, est-ce qu'avec une interface... Non, avec une interface, là, ça ne marcherait pas forcément parce que une interface désigne forcément un objet. Donc, je pourrais faire un type i mixed
data, voilà, qui serait égal du coup à... alors ici, on va utiliser une approche un petit peu spéciale parce qu'on va devoir utiliser non seulement le type union pour dire ça ou ça ou ça ou ça. Je réfléchis à une solution. En vrai, je suis pas sûr d'avoir forcément la meilleure approche. Si on pourrait faire comme ça, number ou string ou boolean ou donc du coup un objet qui contient donc une clé name qui sera de type string, voilà. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vu qu'on va englober ça dans un tableau. Ça veut dire que ici, je vais devoir mettre les parenthèses autour de mon union de type et lui dire que ici, ça, ce sera dans un tableau. Et là, je vais lui dire à ma variable, OK, tu seras de ce type-là. Et là, on voit que ça passe très bien. Une deuxième solution serait d'utiliser un tuple. Mais dans ces cas-là, attention, l'ordre a une importance au niveau des types. Donc, typiquement, je pourrais faire un deuxième type mixed data tuple qui serait égal du coup à un tableau qui contient d'abord un number, ensuite une string, ensuite une boolean et ensuite un objet qui contient name de type string. Voilà, et ça marcherait aussi. Mais encore une fois, attention, ici, si jamais j'ai un souci à ce niveau-là, enfin, si par exemple j'interfère ici mes valeurs, bah forcément ça ne marchera plus puisque je ne respecte plus l'ordre que j'ai défini ici. Donc soit ça en fonction du contexte. Là dans ces cas-là, voilà, là ça va passer. Si je prends par exemple mon premier type que j'ai défini ici au-dessus. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour notre cas numéro 5. Donc soit tuple, soit ici un tableau qui contient soit ça, soit ça, soit ça ou soit ça. Voilà. Sixième cas, une petite fonction ici greet. Alors ce qu'on peut voir, c'est que là on a un if à l'intérieur, ce qui veut dire que forcément ici il va falloir que j'amène en fait mon paramètre de façon conditionnelle. Je vais faire un paramètre qu'on appelle un paramètre optionnel finalement. Donc là je vais lui dire que name sera de type string. Je vais lui dire que greeting, est-ce que greeting c'est... non, a priori c'est bien un string. Donc on va dire que c'est un string d'après ce qu'on a en dessous. Donc ça pose pas de problème. Et ça retournera une string. Une string, ça pour le coup je ne suis pas forcément obligé de l'indiquer. Cependant, si jamais je me trompe ici pour une raison X ou Y, par exemple je fais un return 10, l'avantage de l'avoir typé au préalable, c'est que je vais avoir l'erreur qui va être gérée à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ça dépend encore une fois de comment vous voulez faire les choses. Si vous voulez être très précis, dans ces cas-là, privilégiez l'approche je type d'abord les choses et ensuite je fais le code. Si vous préférez plutôt vous baser sur l'inférence, vous pouvez le faire. Dans ces cas-là, attention, parce que ça peut vous offrir moins de contrôle. Donc ça peut être aussi, dans certaines situations, un petit peu plus casse-gueule. Voilà. En tout cas, j'espère que toutes ces indications vous aideront pour vos expérimentations sur TypeScript. Et puis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ou envoyer un petit like au passage si jamais mes contenus te plaisent. Chose que j'espère bien évidemment énormément. On va voir un septième petit cas avec ici une direction. Alors là, pour le coup, pour cette histoire de direction, on pourrait très bien, pour le coup, utiliser ce qu'on avait fait quand on avait abordé les literals. On pourrait par exemple définir un type direction, voilà, ou e-direction même, donc qui serait égal tout simplement à donc ici down ou up ou right ou left, voilà. Et dans ces cas-là, ici, je pourrais lui dire directement
direction de type iDirection. Je pourrais mettre aussi ça directement là, hein. Bon, après, c'est moins lisible, hein. On va pas se mentir. Cas numéro 8, le print user ici. Alors, si on analyse un petit peu la structure ici, on voit qu'on a ici user semble être plutôt un objet. Donc ici, dans mon cas de figure, user sera donc un objet. Alors, pareil ici, soit je le définis sous la forme d'une interface, cet objet, soit je le définis directement ici, mon objet, ça c'est aussi possible. Donc là, encore une fois, on va faire un IP, alors on va mettre i, allez, je vais mettre f user ou i user fnt. Voilà, allez, hop, peu importe, je donne un nom arbitraire et ce truc-là sera donc un objet qui contiendra name de type string et âge de type string. Voilà. Ce qui fait que du coup, maintenant que lui, il sait, et bah, si là, je m'amuse à enlever ça et ça, quand je vais taper le corps de ma fonction, quand je vais faire user point, il va me proposer automatiquement âge et il va me proposer également automatiquement name. Donc, au fur et à mesure de ce que je vais taper ici, ça va fonctionner. Un exemple concret ici où bah, visiblement en JavaScript, tout semblait normal. Bah là, vous voyez, hein, j'ai pas d'erreur. Par contre, quand je passe en TypeScript, j'ai des erreurs. Ah bah oui, si on regarde un petit peu ici, on me dit... Alors, ouais, effectivement, là, j'ai un problème parce que le nom de la fonction, déjà, il n'est pas bon. Mais en plus, ici, first name, on voit que bah, en rajoutant cette interface, ça ne fonctionne plus correctement. Si je n'avais pas fait cette interface, vous noterez au passage que j'ai pas d'erreur. Donc, à partir du moment où je l'ai défini ici... je vais avoir déjà, encore une fois, un petit peu plus de contrôle sur ce que je fais. Je vais indiquer à TypeScript comment cette variable doit être typée. Et du coup, ici, automatiquement, lors de l'appel de cette fonction, bah, je vais avoir des erreurs qui vont apparaître. Donc là, je vais être amené à corriger mes erreurs, en fait, au fur et à mesure de ce que je tape. Et c'est là où on voit finalement la puissance de TypeScript. Et le deuxième appel, ici, on peut voir que ça ne fonctionne pas du tout, puisque là, déjà, d'une part, ici, ça suppose que j'ai deux paramètres. Ici, j'en ai qu'un seul. Et deuxième petit point, en fait, c'est pas des chaînes de caractères là que j'attends. C'est bien un objet qui contient, en fait, ici, name et âge. Donc ça peut pas marcher. Donc, directement, lorsque vous écrivez votre code, vous allez détecter ce problème-là. Et, en fait, vous ne vous apercevrez pas des problèmes uniquement lors de l'exécution. Vous allez le corriger, cette erreur-là, au moment où vous êtes en train de taper votre code, en fait. Et c'est ça que, véritablement, TypeScript, ça change dans la façon de faire les choses. C'est vraiment, il faut le voir vraiment comme une philosophie, quoi, en gros. Si je descends plus bas, ça, c'est le cas bonus, justement, que je vous donne. Alors bien évidemment, hein, dans la pratique, je ne ferai pas mon code JavaScript et ensuite je passerai en TypeScript. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que vous allez plutôt commencer soit par travailler avec du TypeScript ou commencer votre projet en travaillant avec du JavaScript. C'est à vous de choisir l'un ou l'autre suivant vos préférences. Et ensuite, vous allez travailler avec tout le long. Donc dans cette dernière fonction, on a une petite fonction qui porte bien son nom. On aimerait bien récupérer... dans un tableau d'objets de produits, la liste des produits qui sont au top. Alors, comment est-ce qu'on changerait notre code pour appréhender tout ça? Alors, a priori, si je me réfère un petit peu sur tout ce que j'ai en bas, je vois que dans mes produits, j'ai une clé is available, j'ai un rating, j'ai un name et un price. Bon. Du coup, la première des choses, c'est que je vais définir ici soit un type, soit une interface. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, je vais dire... Alors, là, je vais mettre interface pour le coup. Interface, product. Voilà, e-product même. C'est plus clair, interface produit. Ici, je vais dire que mon product sera de type... e-product avec des crochets, voilà.
Limite égale 5, bah oui, il va déterminer que c'est un number, mais je peux lui préciser si je le souhaite. Alors attention, ici, je vais le faire avant le égal, hein. Et si jamais le paramètre est optionnel, je mets un point d'interrogation comme ceci. Ok. Ensuite, alors ici, on peut voir déjà qu'il y a une petite erreur qui est apparue, puisque là, le cost ici, effectivement, ça n'existe pas sur mon objet. Donc, ça, je le détecte. Donc là, effectivement, je vais pouvoir le corriger. Point rating. Alors non, c'est même pas rating, c'est point price. Donc là, en fait, plus vous allez mettre de code dans votre fonction et plus vous allez faire potentiellement des erreurs qui sont bien évidemment humaines. Ces erreurs humaines, dans un projet, dans un vrai business, dans une vraie application qui sera en ligne, ce serait typiquement le genre d'erreur qu'on aurait envie de capter le plus tôt possible. Et pas, encore une fois, s'apercevoir de bugs lors de la mise en prod. Et c'est ça qui va être vachement essentiel. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur 2 ou 3 petits points. Ici, à partir du moment où j'ai défini les choses ici, donc à partir du moment où j'ai défini vraiment ce que doit faire cette fonction-là, je ne vais pas pouvoir retourner autre chose que ce que la fonction doit retourner. Typiquement, là, j'aurais dû même mettre ce que ma fonction va retourner. Donc, c'est-à-dire un tableau d'objets qui contient ici un name, un price et un rating. Et donc, number et string. Voilà. Donc là, pareil, ici, si jamais je m'amuse à retourner quelque chose qui manque, je vais avoir automatiquement l'erreur qui va être captée le plus tôt possible. Pareil, de la même façon, si ici, je reprends ce code-là ici au-dessus. Alors, je voudrais vous montrer un petit truc quand même au fur et à mesure que je trouve vraiment intéressant quand on débute avec TypeScript et que je trouve ultra cool, c'est le système d'autocomplétion. Typiquement, là, si je commence à taper par exemple if product, point, et ben là, ici, je commence à taper, donc le length, il va être détecté automatiquement. Donc là, je retourne un tableau vide, voilà. Ensuite, je veux filtrer mes produits, donc je vais commencer à taper mon const filtered égale products, point. Là, si je commence à taper filter, hop, automatiquement, j'ai l'autocomplétion. Si là, je lui mets la petite callback qui va dedans, je vais dire que ça, c'est un P. Il va détecter automatiquement, vous voyez ici que c'est un iProduct, donc c'est-à-dire que là, dans ma fonction, je sais que ce paramètre P est du type de l'objet que j'ai défini au-dessus. Donc, vous voyez, et ça, en fait, ça, c'est la puissance de TypeScript. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où vous allez écrire votre code, tout le système d'inférence va être directement géré. Ce qui fait que ça va vous permettre, en plus d'accélérer, si je puis dire, votre façon de coder. Vous allez coder beaucoup plus vite que si vous codez sans TypeScript. Et c'est là où, véritablement, TypeScript change la donne à ce niveau-là. Je vais faire ici un filtered. Donc là, je sais que je récupère a priori un tableau de iProduct. OK. Je vais appliquer une fonction sort. Vous voyez que encore une fois ici, je ne peux pas me tromper. Vous voyez, quand je commence à taper les choses ici, il me détecte automatiquement et il me propose automatiquement les choix. Ici, je sais que je dois avoir 2 paramètres A et B qui seront tous les deux des produits. Et je vais comparer ici mon B.rating moins A.rating. Voilà. Et après, donc, je vais faire mon return de sorted.slice. Donc là, encore une fois, vous voyez qu'il me le propose. Donc, pareil, ça veut dire que c'est bon signe. Hein, ça veut dire que derrière, je sais que tout le code que je tape est tout à fait cohérent par rapport à ce que je veux faire. Voilà, et là, ici, je vais faire mon return avec mon objet. Et là, quand je vais proposer ici name, je prends product, point, et là, automatiquement, voilà, j'ai le retour avec tout ce qu'il faut. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous éliminez toutes les erreurs humaines et ça coule de source en fait. Ça coule vraiment, véritablement de source. En dessous, je vais avoir une petite erreur parce que évidemment, là, je lui passe nul. Donc ça, une fois que ma fonction est bien définie, ici, mon nul est bien géré.
Du coup, si je veux faire en sorte que ça puisse marcher, il va falloir que je lui passe bien évidemment un tableau qui contient des objets. Et ici, voilà, encore une fois, si je tape les choses manuellement ici à la main, il va me proposer automatiquement name, price, is available et le rating. Voilà, rating, contrôle espace et is available. Voilà. Donc là, je vais lui dire que le name, ce sera produit 1. Price 10. Rating, je sais pas, 1. Voilà. Et is available, true. Et voilà. Et donc là, j'ai quelque chose de totalement cohérent. Et finalement, ma fonction ici, je suis alors pas à 100% sûr qu'elle fonctionnera. Hein, ce sera à vous aussi de rajouter vos tests unitaires, de faire vos tests manuels avec le navigateur en démarrant votre npm run dev, donc votre serveur node, de tester vos fonctions, de voir que tout au niveau du fonctionnement général, ça fonctionne bien, que vous n'ayez pas d'erreur. Mais encore une fois, le typage, ça aide vraiment parce que à 99% sûr, vous pouvez avoir confiance en la qualité de votre code. Et voilà. Donc par rapport à ça, TypeScript pour moi c'est vraiment un game changer à ce niveau-là. Voilà. On a fait un beau petit tour là dans 30 minutes de vidéo. N'hésite pas encore une fois à liker cette vidéo, à me dire si elle t'a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va très prochainement aborder. Déjà, d'une part, on va revenir vraiment sur la notion d'inférence et on va refaire une vidéo complète sur le sujet. Et on verra aussi par la suite comment typer les classes, les objets et aller sur des notions un petit peu plus avancées comme par exemple l'injection de dépendance. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.